Bonjour. Alors, dans cette vidéo, j'ai l'intention de vous parler de quelque chose de très important, puisque ce sont les 5 composantes majeures de l'anglais, ce que j'appelle les ingrédients. Autrement dit, comment progresser en anglais? Quels sont ces ingrédients? Et plus tard, nous verrons la recette. Donc, ces ingrédients, ce sont les éléments majeurs, essentiels, constitutifs de la langue anglaise, sans lesquels il est impossible de maîtriser cette langue. Donc plus tard, dans une autre vidéo, je vous montrerai un exemple de plan de progression qui vous permettra de travailler régulièrement. Alors, les 5 éléments essentiels, quels sont-ils? En tout premier lieu, on peut voir que, d'une certaine manière, au-dessus, la tête de cette petite bête bizarre, good in English, ça serait l'intérêt et la curiosité. Ça, c'est l'élément majeur. Ensuite, ce qu'il faut, c'est une frequent practice, donc une pratique fréquente de la langue. Bien évidemment, ce n'est pas suffisant, il faut aussi better grammar, une meilleure grammaire. Mais pour être bon en anglais, il faut également more vocabulary, davantage de vocabulaire, de lexique. Mais aussi, un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est a better phonetics, une meilleure phonétique. Je vais maintenant vous décrire l'ensemble de ces 5 éléments. Le premier, donc la tête de cette petite bête bizarre, interest and curiosity, l'intérêt et la curiosité. Bien évidemment, l'intérêt et la curiosité sont une source essentielle de motivation. Alors, je vais rajouter pas uniquement en anglais, pour toutes les matières. C'est quoi l'intérêt et la curiosité? Eh bien, c'est tout d'abord l'intérêt personnel, intrinsèque qu'on peut avoir pour une matière. Globalement, est-ce que de manière naturelle, j'ai un penchant pour l'anglais? Est-ce que j'aime l'anglais ou pas? Une autre motivation peut être tout simplement plus pratique, une envie de voyager par exemple, ou très fréquemment de travailler partout dans le monde. Et puis pour d'autres personnes, ça peut également être un prérequis, une condition sine qua non, notamment dans certains parcours d'études ou certains parcours professionnels. Alors, bien évidemment, la source de motivation, ça peut être également une combinaison des trois. Ça peut être souvent une combinaison des trois. Ce serait une bonne chose. Voilà pour l'intérêt et la curiosité. La deuxième partie de cette petite bébête bizarre, c'est la frequent practice, une pratique fréquente. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? La pratique fréquente, c'est l'addition du volume travaillé, de la fréquence, de l'intensité de la pratique, de la variété, puis également la durée totale de cette pratique. Alors, le volume, c'est quoi? Eh bien, c'est le temps qu'on va consacrer à la matière, à l'anglais, pour une séance. Une séance, ça peut être, est-ce que c'est donc une séance, ou alors par jour ou par semaine? Alors le volume, ça peut être, vous y consacrez 1 minute, par exemple, aller chercher un mot sur Internet ou dans le dictionnaire, ça peut être considéré comme une petite séance. Mais une séance, ça peut également être regarder l'ensemble d'un film en anglais qui va durer 2 heures. Donc voilà, c'est ça le volume. Alors, il y a le volume qui est important, mais également aussi, évidemment, la fréquence. Donc, la fréquence, c'est combien de fois par semaine ou par jour est-ce que je fais de l'anglais? Bien évidemment, il est important qu'il y ait de la régularité. On imagine bien que quelqu'un qui fait de l'anglais tous les jours sur un volume de 1 heure ou 2 par jour, il va forcément progresser plus vite que celui qui fait 2 minutes d'anglais par semaine. C'est assez logique.
Donc, après le volume et la fréquence, il y a également l'intensité de la pratique, c'est-à-dire le degré d'implication. C'est-à-dire, lorsqu'on le fait, est-ce qu'on est vraiment sérieux, impliqué, intensément? Ou alors est-ce qu'on fait ça un petit peu de manière dilettante? Il y a également une part importante de la pratique, c'est la variété. Si on fait toujours la même chose, il y a de fortes chances qu'à un moment ou à un autre, eh bien, on stagne. Donc, il faut varier la pratique. Et puis, bien évidemment, je finis par la durée totale de la pratique, c'est-à-dire est-ce que vous allez pratiquer tous les jours pendant un mois, ou alors pendant 3 mois ou un an. Évidemment, la durée est très importante dans la progression en anglais. En dessous de quelques jours, ça paraît difficile de progresser en termes de durée totale. Bien, passons maintenant à la troisième patte de cette petite bête. C'est better grammar, une meilleure grammaire. Alors, grammaire, c'est un mot qui fait un petit peu peur, parfois, parce que ça rappelle éventuellement des mauvais souvenirs scolaires. C'est quoi la grammaire? On peut appeler ça l'ossature, le squelette ou la structure de la langue. On l'appelle comme on veut, mais c'est ce qui tient la langue. La grammaire, elle est composée, à titre d'exemple, notamment des conjugaisons, des différents temps. Lorsqu'on s'exprime en anglais ou dans n'importe quelle langue, on parle à un temps. Voilà, là je suis en train de vous parler au présent, par exemple. Et on peut parler au futur, au passé, etc. La grammaire, c'est également l'ordre des mots. En fonction des langues, on place les mots de manière différente dans une phrase. Que si c'est une question, par exemple, ce ne sera pas le même ordre des mots que si c'est une négation ou une interrogation. Voilà. Bon, globalement, la grammaire en anglais, on peut résumer en disant qu'elle est assez simple, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et qu'elle n'est pas si éloignée que ça du français. Voilà, nous verrons ça plus en détail dans d'autres vidéos. Ensuite, la quatrième patte de notre bébête, good at English, c'est more vocabulary. Eh bien, je commence par une évidence, mais comment peut-on parler une langue sans mots? C'est impossible de parler une langue sans les mots. Donc les mots, tout simplement, ils servent à comprendre et à s'exprimer. C'est une évidence, mais il faut du vocabulaire pour s'améliorer en anglais. Donc ça sert à comprendre. Comprendre, c'est quoi? C'est très souvent, on se retrouve dans la situation, lorsqu'on s'exprime, ou lorsqu'on écoute quelque chose, plutôt que lorsqu'on lit, on se dit, tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement parce qu'on ne connaît pas le mot, on ne connaît pas le mot parce que on n'a pas assez de vocabulaire. Et ça sert, au-delà de comprendre, à s'exprimer également, à l'écrit comme à l'oral. Combien de fois est-ce qu'on se retrouve dans une situation lorsqu'on parle ou lorsqu'on écrit et on se dit, ah, comment on dit? Comment on dit? C'est parce que, d'une certaine manière, on manque de vocabulaire. Voilà pour le vocabulaire. Le cinquième aspect, et non des moindres, de notre petite bête, pour être bon en anglais, eh bien, c'est a better phonetics. Ça peut faire peur, ce mot phonétique, mais globalement, c'est quoi? C'est oralement, sert à comprendre et à se faire comprendre. Ce qui est difficile en anglais, c'est que la graphie et l'écriture est souvent différente de la prononciation. Il n'y a pas réellement le B, A, bas comme on pourrait avoir en français. Donc, si on prononce mal un mot, on ne se fait pas comprendre. On connaît le mot, on le connaît à l'écrit, mais on le prononce mal. Donc, les gens ne vont pas vous comprendre. À l'inverse, ça sert à comprendre. Si vous entendez un mot et que vous ne connaissez pas sa prononciation,
même si vous le connaissez à l'écrit, eh bien, à l'oral, vous n'allez pas réussir à le comprendre. C'est pour cela qu'il faut connaître la phonétique des mots. Je vous donne quelques exemples de mots. On pourrait se dire, bah, ça se prononce comment, vu qu'il y a un T? Eh bien, ça se prononce castle. A castle, donc un château. Eh bien, si on prononce un T, ou si on s'attend à ce qu'un anglophone prononce un T, ben soit on ne va pas comprendre ce qu'il dit, ou on ne va pas se faire comprendre. D'autres exemples tout simples, nation, et ce n'est pas une évidence que TI, en anglais, ça fait ch. Si on ne le sait pas, ben on ne comprend pas. Ce mot-là, enough, ben, O-U-G-H, il n'y a rien qui dit que ça fait off, enough. Donc si on le connaît, c'est une évidence, mais si on ne le connaît pas, eh bien, tout simplement, j'ai l'habitude de dire, on ne le reconnaît pas. Si quelqu'un vous dit enough, même si vous le connaissez à l'écrit, eh bien, à l'oral, vous n'allez pas le reconnaître. Et inversement, si vous le connaissez dans votre tête, mais vous ne savez pas le prononcer, si vous dites quelque chose de logique pour un francophone du style Enoug, eh bien, il y a de fortes chances que les personnes en face ne vous comprennent pas. Voilà pour les 5 composantes majeures de l'anglais, les ingrédients. Dans une vidéo plus tard, je vous parlerai donc de la recette, comment mettre en œuvre tous ces ingrédients pour pouvoir progresser régulièrement. Voilà, au revoir.